Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième et dernier webinaire qui est organisé dans le cadre du MOOC Agir en faveur de la nature face au changement climatique. Donc, il s'inscrit dans le cadre de l'activité qui a été proposée dans la séquence 3 et le sujet 2, ce qui nous empêche d'agir à l'échelle individuelle. Donc, je suis Laetitia de Réserve naturelle de France. J'ai intervenu un peu sur les forums du MOOC. Et donc, aujourd'hui, c'est Juliette Danet, du Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie, qui est avec nous. Donc, elle est chargée de projet sur l'adaptation au changement climatique et c'est elle qui vous a proposé l'activité. Vous avez déjà pu réaliser, notamment en ligne via le forum de la plateforme. Et Juliette, en fait, elle a également travaillé sur la conception du MOOC, dans son intégralité, avec Aurélie et moi notamment. Et donc, je vais te laisser tout de suite la parole et partager la suite de cette activité sur les 6 barrières psychologiques. Merci Laetitia. Est-ce que tout le monde m'entend parmi les participantes, ça va? Ouais, je pense en tout cas, ça marche de mon côté. Ok, bon, super. Je vois les petits pouces qui se lèvent, c'est génial. On est en petit comité aujourd'hui, donc c'est encore mieux. Je pense qu'on va pouvoir vraiment aller à fond sur vos questions. Donc, il ne faudra pas hésiter à les poser dans le chat et il y aura des moments où on fera interagir avec Laetitia. Donc, vous pourrez rallumer le micro, pas forcément la caméra si vous ne souhaitez pas que votre image soit prise par l'enregistrement. Je vais vous partager mon écran et puis on va commencer tout de suite. Et nous y voilà. Donc normalement, c'est bon. Laetitia, tu me dis s'il y a des choses. À partir de ce moment-là, moi, je ne vois plus forcément ce qui se passe dans le chat. Donc, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Ouais, j'hésiterai pas et on voit bien ton diaporama. Ok, super. Alors, ce qu'on va faire, pardon, j'ai été surprise parce que le diapo passe trop vite. Voilà, donc ce qui va nous occuper là on va essayer de faire un peu court, une petite heure, ça va être de vous faire un retour sur les réponses que vous avez données au quiz. Est-ce que vous avez tous déjà participé à l'activité du MOOC? On va peut-être commencer par cette question, si vous voulez réagir dans le chat, juste pour que je vois un peu si tout le monde a déjà eu l'occasion de s'essayer à identifier les barrières psychologiques derrière une réplique. Il y a Joanne qui dit oui, ouais, il y a quelques oui. Ok. Super. Donc, Laure, Louane. Alors, j'ai noté, je sais pas si c'est un... Des petits pouces aussi qui se lèvent. Ok, super. Donc, on va essayer de reprendre un peu le corrigé pour voir ce qui a pu, pour certaines barrières, être un peu confus. Une fois qu'on aura normalement déblayé et que vous serez à 100% opérationnel sur la définition exacte de chacune d'elles, je vous retesterai avec Laetitia pour savoir, avec des nouvelles phrases, si vous arrivez toujours à bien les identifier. Et ensuite, on va prendre un peu de temps pour faire un retour avec vos questions, s'il vous en reste, celles que j'ai vu aussi passer dans le forum du MOOC. Et je vous dévoilerai en avant-première comment répondre à 2 barrières, celles auxquelles vous avez apparemment été le plus sensible, donc la barrière des émotions et la barrière de la contradiction interne. Donc c'est parti. Déjà pour le corriger. La barrière de la contradiction interne, il y avait 2 phrases qui étaient proposées. Donc je fais des randos tous les week-ends, mais je ne peux rien faire sans ma voiture, ou des fois je culpabilise un peu avec ma piscine. Celles-ci ne vous ont pas donné trop de fil à retordre, donc je vais passer vite. Vous voyez les scores à peu près que tout le monde a obtenu. 520 sur 684, 618 sur 681. Donc, ce qu'il faut retenir absolument sur la barrière de la contradiction interne, c'est que la personne a la conscience du problème. Donc, voilà. Donc, ce qui la gêne, c'est pas ça. Le problème, il n'est pas là, il est ailleurs. Le problème, il est dans qu'elle voit bien qu'il y a une inadéquation entre ce qu'elle pourrait faire, voudrait faire, et encore une fois, donc, le problème qu'elle a bien en tête, en fait. Donc, sur ces barrières-là, en général, c'est la barrière des mookers. Vous avez été plusieurs à dire, moi, je me reconnais très bien là-dedans, etc. Donc, on verra quand vous la rencontrez chez les autres, comment y faire face à la fin du webinaire. N'hésitez pas, toujours si vous avez des questions ou si pour vous, elle n'était pas claire, c'est le moment. Ensuite, celle qui, pareil, a été très facilement identifiée, c'est la barrière de moi et les autres.
Donc, ce sont les Chinois et les Américains qui émettent le plus. C'est aux politiques de trouver des solutions. Voilà. Donc là, clairement, il n'y a pas trop de doute. La personne qui vous exprime ça, que vous entendez ça, elle est dans le report de la responsabilité des actions à faire. C'est pas moi, c'est les autres. Moi, j'en fais suffisamment ou je n'en ferai pas tant que les autres ne se feront pas. Et voilà. Donc, il y a toujours cette mise en avant des autres plutôt que soi-même. Et c'est une bonne excuse finalement pour ne rien faire ou en tout cas retarder le moment de faire. Jusqu'ici, tout va bien. Je continue. La réponse maintenant, les phrases, pardon, les répliques derrière lesquelles se cachait la barrière des émotions. Alors, celle-ci, il y en a une un peu plus compliquée. Malgré la situation critique de bon nombre d'espèces et l'indifférence générale, à quoi bon se fatiguer et alerter? Alors, vous avez été nombreux et nombreuses à penser que derrière ça, il y avait la contradiction interne. En fait, non, il s'agit bien de la barrière des émotions et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Il n'y a pas de contradiction interne ici. La personne, elle est plutôt OK avec elle-même. Enfin, en tout cas, elle a l'air, comment dire? Je vais y arriver, désolée, c'est la fin de journée. Mais à quoi bon se fatiguer et alerter? En fait, il y a la réponse dans la question. Elle est fatiguée, elle est découragée, elle est lasse. Et bien sûr, elle voit le problème, mais en fait, elle est, comment dire, elle est en accord sur le fait qu'elle ne va pas aller plus loin parce que ça la dépasse en fait maintenant. Voilà. C'est pas pareil si elle vous avait dit, moi j'ai bien conscience de la situation critique pour bon nombre d'espèces, mais mon jardin, il faut qu'il soit au carré, un peu de Roundup, ça fait pas de mal, quoi. Ou en tout cas, je préfère avoir un jardin propre, même si je sais que c'est pas bon. Voilà. Est-ce que c'est bon pour ça, la petite subtilité? Donc, les émotions, on est d'accord, on a conscience du problème, et justement, c'est toutes les émotions qui sont générées par les problèmes environnementaux qui font qu'on est découragé. Mais on est cohérent avec ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Je passe à la suivante. La barrière de la croyance et des représentations. Alors, celle-ci, pareil, il y a eu quelques petites confusions. Je vais essayer d'y revenir. Encore une fois, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas. Donc, mon chien a toute sa place dans la nature. Donc, la bonne réponse était la barrière des croyances et des représentations. Cette barrière-là, il faut vraiment la comprendre comme la barrière de l'identité. Alors, il y a une personne qui a très justement fait, vous ne voyez pas en quoi c'était une barrière que son chien aille dans la nature. En fait, cette phrase, je l'ai mise parce que quand on travaille pour des aires protégées, comme c'est le cas au Conservatoire d'espaces naturels Haute-Savoie, c'est souvent quelque chose qu'on nous oppose quand on vient expliquer la réglementation. Non, ici, les chiens doivent être tenus en laisse, ou non, les chiens ici sont interdits. Voilà. Et souvent, les personnes en face réagissent très violemment à l'interpellation que des gardes peuvent faire. Donc, quand je dis mon chien a toute la place dans la nature, je ne suis pas dans la contradiction interne. En fait, non seulement je ne me rends pas compte du problème, mais surtout, j'affirme quelque chose. Je suis sûre de mon fait, je me sens, c'est mon identité, mon chien, il a le droit d'être là, il n'y a pas de problème. Et si tu ne penses pas avec moi, tu es contre moi, en fait. C'est un peu ça l'idée. C'est la même idée avec vos mesures de protection, c'est la mort de l'économie locale. En fait, là, il y a une espèce de... En fait, c'est un peu la guerre. C'est toi, tu as ta vision, mais moi, j'ai ma vision et on ne va pas pouvoir s'entendre. Pareil sur la réplique, je pense que vous avez toutes et toutes entendu. En fait, vous voulez qu'on revienne à l'âge de pierre. Pareil, c'est deux visions du monde qui s'opposent. Certains ont mis la méfiance pour la mesure de protection. Alors, c'est vrai, on aurait pu tout à fait penser que c'était la méfiance derrière. Comme certains et certaines l'ont fait remarquer dans les forums, ce n'est pas toujours très évident de faire la part des choses. Donc, en fait, c'est le moment où il va falloir poser des questions. Et c'est ça qui va rendre la conversation intéressante et, j'ai envie de dire, intelligente avec vos interlocuteurs et vos interlocutrices. Est-ce que quand on vous dit ça, c'est que la personne pense sincèrement que l'écologie et la décroissance vont créer du désemploi, du chômage, que tout le monde va aller à la mort sociale? Ou est-ce qu'on est dans la méfiance, c'est-à-dire en fait on n'est pas sûr que les mesures prises, même si on comprend très bien pourquoi elles sont prises, ne nous desservent pas en fait. Voilà, donc là il y a une petite subtilité. Peut-être que c'était la méfiance. Dans ce cas-là, il va poser la question, essayer d'interroger la personne. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce que vous êtes concerné? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Voilà. En fait, l'idée d'identifier les barrières, c'est vraiment savoir à qui on a affaire pour être plus en capacité
de répondre de manière adéquate et pas d'arriver à l'emporte-pièce en mode non, non, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est ça, etc. Voilà, comme vous disiez dans la séquence 5, pour celles et ceux qui l'ont commencé, Mathéo, il vous explique en fait que si vous voulez convaincre, il faut d'abord s'intéresser à la personne que vous voulez convaincre. Donc là, c'est typiquement le cas de figure où il y a un doute. Du coup, on interroge pour savoir si on est plus dans la méfiance ou si on est plus dans les représentations du monde qui s'opposent. Je passe à la suite. La barrière de la méfiance, nous y voilà. Bon, alors celle-là, pour le coup, la phrase était assez équivoque, vous n'êtes pas trop trompé, il ne faut pas aller tout ce que disent les médias. Voilà, là, on est clairement dans une mise en doute, dans une vérité alternative proposée, dans de la méfiance, tout simplement. Elle porte plutôt bien son nom. J'en ai presque fini avec le corrigé. On arrive à celle qui vous a donné, je crois, normalement, le plus de fil à retordre. C'est la barrière de la distance. Alors là, comme vous le voyez sur la diapositive, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Donc, on va essayer de décortiquer pourquoi. Il y a toujours eu des cycles avec le climat. On sera bientôt dans une nouvelle glaciation. Alors, certains ont mis la méfiance. J'ai une autre vérité à proposer. Ou, pour 56% d'entre vous, j'ai une croyance, une représentation du monde. Alors, oui, la personne a cette représentation qu'il y a toujours eu des variations climatiques et que bientôt on sera dans une nouvelle glaciation. Mais cette représentation du monde, elle est liée à quoi? À une barrière qui est liée à la distance. Donc là, en fait, la barrière de la distance, elle est spécifique. Elle est très spécifique. En fait, si on voulait grossir le trait, tout le monde a ses représentations du monde et du coup, on pourrait mettre tout le monde dans cette catégorie. Mais l'idée, c'est quand même d'aller un peu plus loin. Et donc là, de dire, en fait, dans cette représentation du monde, elle est une représentation distanciée avec le problème. En fait, quand on vous dit souvent, non, mais il y a toujours eu des cycles, on banalise, on ne se sent pas concerné. On se dit, en fait, non, mais tout le monde s'excite, mais voilà, on est sur des échelles de temps qui nous dépassent. En fait, tout va bien circuler, il n'y a rien à voir. Et donc, on met à distance le problème. Voilà, si vous voulez garder un petit moyen mémotechnique pour bien identifier, c'est poser la question, est-ce que la personne est en train de mettre à distance le problème? Et finalement, quand on vous dit, il y a toujours eu des cycles avec le climat, ce sera bientôt une nouvelle glaciation, vous pouvez aller creuser. Est-ce qu'elle dit ça parce qu'elle est méfiante vis-à-vis de la communauté scientifique? Donc, vous pourrez poser la question, ah, mais est-ce que tu dis ça parce que tu penses que les scientifiques se trompent? Voilà, donc en fonction de sa réponse, vous saurez peut-être si c'est de la méfiance ou de la distance. Et si elle dit non, 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 mais en fait, il y aura de nouveau une nouvelle glaciation. Bon, alors là, en général, c'est qu'il y a un problème de compréhension quand même avec le problème. Justement, on va sortir de ces cycles avec le changement climatique. Dans la séquence 5 du MOOC, vous verrez comment on répond à ce genre de barrière. Pareil, la suivante, on nous prédit la sécheresse, mais il pleut davantage au printemps qu'avant. Alors, je pense que l'emploi du vocable « on nous prédit », je pense que c'est beaucoup pour ça que vous avez mis, certains d'entre vous en tout cas, ont mis la méfiance. Là encore, si on spécifie un peu, c'est un problème de distance. C'est-à-dire que la personne, finalement, certes, elle remet un peu en question ce qui est dit, donc elle a la méfiance, mais elle le remet à l'aune de quoi? À l'aune de ses propres observations locales. C'est-à-dire, mon point de vue du problème vaut pour tout le reste. Voilà. Et donc ça, on est aussi sur de la distance. C'est-à-dire que là, en fait, ce n'est pas une distance, je suis très, très loin du problème, mais au contraire, je pense être tellement proche, tout savoir dessus, et mon observation ici vaut pour tout le monde. Donc si ici, il a plus plu, c'est que ça vaut pour tout le monde, et donc du coup, il n'y a pas de réchauffement climatique. Nous, c'est quelque chose en montagne qu'on entend extrêmement souvent avec « non, mais il n'y a pas de réchauffement climatique. L'année dernière, on a battu des records de neige. » Ici, voilà. Et ici, dans cette vallée, le record de neige vaut pour tout le reste, et tout d'un coup, on balaye les observations sur 30 ans de données. Est-ce que c'est clair? Oui, bof. Il n'y a pas eu de question dans le chat particulièrement. Je pense que si quelqu'un a une question, c'est peut-être le moment. Il y a un petit peu de temps par rapport à ce que tu avais prévu. Donc, effectivement, donc on a un peu de temps. Donc si vous avez encore des petits doutes, etc., n'hésitez pas. Besoin d'une précision sur une barrière en particulier? Bon, apparemment, ça va. Tout est clair. Super. Et bien, très bien. Je vais pouvoir continuer sur la seconde partie. Maintenant, on va voir, je vais vous tester si vous êtes bien au clair. Donc, pour ceux qui l'ont sous la main, je ne sais pas si Laetitia, on peut aller récupérer la petite fiche mémo pour la remettre dans le chat, que les gens y aient accès. Sinon, ce n'est pas grave, je vais vous tester à chaud.
Donc, l'idée, c'est que vous allez répondre seulement le nom de la barrière que vous pensez identifier dans le chat. Voilà, pour commencer. Ouais, parfait. Il y a quelqu'un qui l'a mis. C'est parfait. Ben, c'est génial. Vincent est au taquet. Merci, Vincent. Alors, c'est parti. Je vous lis. Les écolos nous disent que les espèces disparaissent, mais en fait, on n'en connaît qu'une petite partie. Il y a aussi toutes celles que personne ne connaît et qui se portent peut-être très bien. À votre avis, quelle barrière psychologique s'exprime derrière cette réplique? Alors, on a la réponse de Laure. Donc, n'hésitez pas à mettre ce que vous pensez. Bon, alors, personne n'est d'accord. On a bien fait de la mettre. Pour l'instant, il y a 2 méfiances, 2 distances, une confusion, une croyance représentation, encore une distance. Il peut peut-être y avoir plusieurs réponses. Ou pas. Alors, qui c'est qui s'exprime? C'est Titaina. Bonjour Juliette. Bonjour Titaina. C'est drôle de se retrouver là. C'est hyper drôle de se retrouver 3 ans plus tard. Alors, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs réponses? 5 ans plus tard. Je pense qu'il peut en avoir plusieurs, en effet. On va vous interroger. Alors déjà, la dernière personne qui a répondu dans le chat, alors je ne sais pas qui se cache derrière le T. Je ne sais pas non plus. Noszelski. Est-ce que c'est un... Moi, je dirais Thomas, mais ça se trouve, je me trompe. Ça peut être Tatiana aussi. Peut-être aussi. Timothée, raté. Timothée, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et nous expliquer pourquoi, à votre avis, c'est la barrière de la distance? Parce qu'on fait un constat, mais il n'y a pas une implication de la personne plus que ça. C'est un constat scientifique et ça se limite à ça. Il n'y a pas d'implication plus personnelle de la personne. C'est très généraliste. Ok. Alors, merci pour votre réponse, Timothée. Et maintenant, je voudrais savoir pourquoi Joanie, vous pensez que c'est la croyance et les représentations? Joanie, est-ce que vous êtes parmi nous? Je ne sais pas si vous pouvez rouvrir votre micro. Bon, si ça vous gêne, ce n'est pas très grave. Je vais pouvoir donner la réponse. Comme j'ai mis la même réponse, je peux peut-être répondre. Allez-y. Donc, Vincent, donc moi, c'est par rapport au fait qu'il mentionne justement qu'on est écolo. Et donc, du coup, c'est une opposition de groupement politique. Donc, il projette, déjà dans le discours qu'on lui donne, il projette une idéologie politique qui n'est pas la sienne. Voilà, c'est plus par rapport à ça que je l'ai mis comme ça. Vous avez mis du coup… croyance représentation. Oui, tout à fait. OK. Et du coup, il y a Joanie qui indiquait un peu la même chose. La vision des écolos et la mienne. Très bien. Ça marche. Hop. Eh bien, alors, je pense que celle-là, elle est un peu piège en vrai. Nous, on l'a catégorisée dans la barrière de la méfiance. Mais le vocable écolo, clairement, je suis tout à fait d'accord avec vous, Timothée, Joanie. C'est un peu, voilà, ça c'est votre vision du monde, etc. Mais si on s'intéresse un peu à ce que la personne, elle nous dit, en fait, c'est un peu, on jette le doute. L'intention de la personne, là, quand vous réfléchissez à son intention, c'est certes dire les écolos, moi je ne suis pas d'accord avec, mais peut-être que plus fondamentalement, c'est de noyer le poisson. En fait, on n'est pas sûr. En fait, tout ça, c'est pas certain. En fait, on n'en sait trop rien. Donc, ça pourrait être une manière de mettre à distance le problème. Et c'est peut-être pour ça que certains et certaines ont mis la distance. Et en fait, là-dessus, finalement, je me méfie de ce que vous racontez. Mais je suis d'accord que celle-là, franchement, elle mériterait d'aller creuser un peu plus loin pour savoir ce que pense la personne. Si elle avait la distance, elle vous aurait peut-être dit, bah, moi, chez moi, il y a plein de bestiaux, d'ailleurs, c'est insupportable. Voilà. Donc, vous pouvez lui dire, ah, mais est-ce que chez toi, tu notes qu'il y a beaucoup de nature, beaucoup de biodiversité? Si elle vous dit, bah oui, bien sûr,
c'est pareil partout. Là, vous êtes clairement dans la distance. La personne ne pense qu'à travers son petit prisme d'échelle. Si vous pensez que, si vous le disiez, mais est-ce que tu es d'accord que la Terre se vide et qu'elle vous répond ça, c'est-à-dire non, en fait, je pense que c'est pas du tout clair, tout le monde n'est pas d'accord. En gros, voilà, le truc, les scientifiques ne sont pas tous d'accord, ou on n'est pas tous d'accord. C'est une manière c'est le marchand de doute, en fait. Voilà. Donc, le marchand de doute, on l'associe à la méfiance. Et la représentation du monde, ça serait, en fait, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas mis là, mais c'est en fait la représentation du monde, ça serait, ouais, mais en fait, si tout ça disparaît, est-ce que c'est très grave? En fait, ma représentation d'un monde sans insectes, ça va, c'est OK. Et donc ça, moi, je pose cette représentation d'un monde sans insectes à la tienne. Toi, tu aimerais qu'il y en ait, moi, j'aimerais qu'il n'y en ait pas. Voilà, on ne va pas s'entendre, en fait. Voilà. Ouais, ensemble. Moi, je commence à avoir un autre argument qui commence à apparaître, c'est carrément qu'on peut, les technosolutionnistes, qui nous disent qu'on peut même créer des nouvelles espèces de manière synthétique, quoi. Et ils sont renforcés par le fait qu'il y a des millionnaires qui commencent à investir, que Musk, par exemple, je crois, ou c'est Bezos, je ne sais plus lequel des deux, qui commencent à investir là-dedans. Ouais, alors tout à fait. Alors, si la personne, par contre, elle vous dit ça, en fait, il y a peut-être un petit problème, mais tout ça, ça va être très vite réglé parce qu'on est déjà dans comment dire, comment on appelle ça, le transespécisme. C'est ça, exactement. Voilà. J'ai cherché le mot. Je ne savais même pas qu'il existait. Ça me terrifie un peu de savoir que les gens sont déjà sur le coup. Là, on est clairement dans une représentation du monde. Techniciste, technophile, optimiste, etc. On n'est pas du tout dans la méfiance. On ne se méfie pas des assertions. On est en mode ouais, mais en fait, pas de problème. Voilà. Ici, la personne, si elle met en doute, c'est qu'elle sent bien qu'il y a un problème, mais ça la gêne. Et elle préfère mettre en doute plutôt qu'accepter la réalité, en fait, quelque part. Voilà. Je vous propose qu'on... Oui, Titaina. Moi, j'avais vu ça de manière plus naïve, comme une erreur d'interprétation. C'est pour ça que j'avais mis confusion. En fait, je pense que cet argument arithmétique un peu fumeux et qui n'est qu'une supposition, il y a plein d'autres espèces qui vont peut-être très bien, est mis en porte-à-faux avec une réalité scientifique avérée, quantifiée. Il y a plein d'espèces qui disparaissent tous les jours et c'est une catastrophe, on en est tous convaincus. Mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui veulent essayer d'avoir un raisonnement scientifique et qui peuvent confondre en fait et se dire l'arithmétique, c'est aussi de la science. Il y en a opposé un grand nombre à une réalité, une autre réalité. Mais c'est peut-être très naïf, hein, de penser que les gens... Non, je pense que si la personne, elle était là-dedans, elle serait plus dans la distance, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, elle a quelques éléments quand même scientifiques et elle utilise la pensée scientifique pour montrer un point. C'est un peu l'histoire des cycles de tout à l'heure. Hein, en fait. Oui, pensée scientifique confuse, puisque voilà, c'est quelque chose un fait scientifique avéré à une supposition de l'existence d'un grand nombre d'espèces. C'est ça. Confusion, c'est pas scientifique du tout, ça a l'air de l'être. Non, c'est ça. Mais ça ne l'est pas. Donc, si clairement, en fait, on creuse un peu avec la personne et elle a cette vision un peu d'échelle biaisée, de ça plus ça, mais en fait, toutes celles qu'on ne connaît pas, ça revient à égal. Là, on est dans la distance, clairement. En fait, elle ne voit pas le problème immédiat. Tu as tout à fait raison. Le problème immédiat, c'est qu'en fait, la disparition d'un bon nombre d'espèces aujourd'hui a des répercussions en chaîne énormes sur déjà suffisamment, en fait, sans qu'on ait besoin de savoir toutes celles qu'on ne connaît pas. Voilà, donc ça serait si on était dans ce cas-là, de figure où quelqu'un se lance dans une hasardeuse théorie scientifique, c'est la distance. Si la personne, elle est vraiment dans la mise en doute systématique, alors là, vous ne vous posez pas la question, c'est la méfiance. En fait, quoi que vous vous disiez, ça ne sera jamais bien. Voilà. Donc finalement, la méfiance, c'est le plus difficile, à mon sens, parce qu'il y a le moins d'accroche possible. Alors que sur une personne qui tente une théorie scientifique, on va pouvoir apporter des éléments scientifiques et il y a un moyen d'accroche puisqu'il y a un raisonnement scientifique, il n'est peut-être pas le bon, il n'est peut-être pas à la bonne échelle, mais il y a quelque chose. Oui. La méfiance, c'est tout ce que vous allez pouvoir raconter en face. C'est non mais je pense pas, non mais on n'est pas sûr, non mais en fait, tu es un peu trop bête de croire tout ça, quoi. Voilà. En général, la personne méfiante, trait de caractère, elle se sent supérieure dans son savoir. Oui. Elle pense avoir compris mieux que tous les autres. Ouais. C'est un peu les idées, en fait, des fois complotistes. Hein. C'est moi, j'ai vu ce que personne ne veut voir. Voilà. Donc, si la personne, vous la sentez comme ça,
clairement, c'est la barrière de la méfiance. Et la barrière de la méfiance, c'est, ouais, moi, je pense que j'ai vu des trucs que personne d'autre n'a vu. Voilà. Et Dieu sait que on en Il y a connaît. moyen de dégoupiller quelqu'un comme ça. Eh ben, c'est ce que vous allez essayer d'apprendre à faire dans la séquence 5. Il faut poursuivre Super. le MOOC. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est le plus dur. Okay. C'est le plus dur. Comment réagir à ça? Pareil, Laure. Je ne spoil pas trop parce que c'est dans le cours Ne de pas cette s'énerver semaine. déjà. Ne pas s'énerver. Ne pas s'énerver. Allez, on continue. On trouvera bientôt, ça c'est pour Vincent, une solution technologique qui n'impliquera pas forcément de changer de comportement ou de façon de vivre. Ça, c'est la distance. Ça ne me regarde pas. Les autres vont se débrouiller. Alors, c'était quoi ça? Alors, ce n'était pas pourtant ce qu'avait proposé Vincent comme barrière. Vous en pensez quoi, les autres? Ouais, n'hésitez pas à continuer de noter dans le chat. Qu'est-ce qu'il faut? Ah, il faut écrire dans le chat. Oui, on peut écrire dans le chat. Alors, Comme ça, très tout le monde peut participer. Alors, déjà, les croyances. Ouais, et à peu près, je pense que c'est à distance. Alors, effectivement, on va en discuter. C'est bien la croyance et les représentations du monde. C'est-à-dire, on a une identité, là, clairement, la personne qui s'exprime, elle est très confiante dans sa société, dans la capacité de sa société à résoudre tous les problèmes. Et donc, elle ne voit pas pourquoi, finalement, vous faites autant de soucis. Voilà, donc ça, c'est spécifique, peut-être parce qu'elle ne voit pas effectivement les impacts immédiats. Et donc là, dans ce cas-là, ce serait la distance. Mais là, on trouvera une solution, tout va s'arranger. Clairement, c'est ce qu'elle croit. Mais là, il faut vraiment faire attention avec la croyance. Vous verrez dans la séquence 5, c'est important à ce moment-là de ne pas juger. C'est-à-dire que la personne, en fait, quand elle dit ça, elle n'a pas l'impression d'être dans le tort, elle a l'impression d'être dans quelque chose de positif, en fait. Elle croit fondamentalement, c'est son socle de valeur, en fait. Non, on a toujours réussi à s'adapter. Voilà, c'est l'ingénieur, quoi. Donc ça, il va falloir faire attention à ne pas frustrer ou critiquer ça. Il va falloir trouver une autre manière plus subtile d'amener la personne d'avoir un contre-champ, un contre-point de vue. Pareil, je vous renvoie à la séquence 5. J'avance un petit peu. Hop. C'est surtout dans le sud que le changement climatique se manifeste. Ici, il n'y a pas d'impact visible. À votre avis, quelle est la barrière derrière? Alors, ça fuse. Manon a répondu. Eric a répondu. Timothée aussi, super. Kiss aussi, Louane. Ok. Bon, j'ai l'impression que vous êtes toutes et tous unanimes. Lisa aussi, Nadine aussi. Bon, là, il n'y a aucun doute, c'est effectivement la barrière de la distance. On ne voit pas les conséquences concrètes du réchauffement climatique localement. C'est pour les autres, ça ne nous concerne pas. Alors, on pourrait me dire, c'est sur une représentation du monde. Oui, mais là, elle est spécifique. On est vraiment sur un rapport de distance au problème. Je pense que c'est l'avant-dernière. Ici, nous faisons quand même attention. Ce n'est pas comme ceux d'à côté qui exploitent tout à fond. Quelle est la barrière? Eric est décidément très véloce. Manon aussi. Joanne, pareil. Joanie. Ok, bon. Alors là, pareil, toujours ce report de la responsabilité, c'est évidemment les autres le problème, pas soi. Et enfin, on en a marre de voir que du négatif partout. Ouais, je vois que tout le monde est plutôt raccord. C'est la barrière des émotions. Effectivement, en fait, la personne elle a un trop plein, ça lui renvoie beaucoup de négatifs qu'elle ne sait pas en fait forcément mettre à distance, ou elle ne voit plus que le problème que via ce prisme émotionnel en fait. Bon, vous l'avez vu, dépendamment des phrases, c'est pas toujours hyper évident. C'est pas une science exacte non plus, ce que je vous propose. C'est plutôt en fait les catégories de pensée. Et puis après, vous verrez avec les parades, il faut tester quoi. Il faut voir ce qui marche, est-ce qu'on a bien identifié la barrière, poser des questions. Et c'est un peu ce que je voulais vous raconter dans
dans la suite un peu de ce webinaire, quand j'ai regardé ce que chacun avait mis sur les forums, etc., en fait, vous avez beaucoup utilisé ce quiz pour savoir, vous, dans quelle barrière, entre guillemets, comme un test de personnalité, dans quelle barrière je me situe, quoi. Moi, ce n'est pas tout à fait l'usage que j'ai des barrières. J'utilise plutôt pour comprendre ce qui se passe chez les autres, en fait, chez mon interlocuteur, chez mon interlocutrice du moment. Et donc, du coup, c'est des catégories qui m'aident, en tout cas, à mieux écouter et à poser des questions plutôt que tout de suite avoir la réaction de j'avance bien en tête, j'ai mon discours, mon argumentaire, il est ficelé, non mais en fait c'est pas ci, c'est pas ça, il faut que ta 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 ta. Ce qui est très confortable, en tout cas si on a si on est sûr de ses chiffres et de son expertise, mais ce qui est un peu, on va dire, un rouleau compresseur pour la personne en face. Et puis en fait, bon, comme vous l'avez peut-être observé, pour beaucoup de barrières, on ne remet pas forcément en question l'existence du problème. C'est juste qu'il se passe autre chose. J'ai mes émotions qui débordent, en fait, je me compare aux autres, je vois bien le problème, mais ça m'ennuie parce que j'ai pas envie de partir tout seul. Voilà. Donc, on n'est plus dans forcément la phase du climato-scepticisme en permanence. En fait, il se passe d'autres choses chez les gens. Et ce qu'il faut, c'est pouvoir décoincer tous ces petits verrous et leur dire déjà, ta conscience du problème, c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est un peu ce qu'il faut retenir. Pour la contradiction interne, bon, ça, c'est quelque chose dans lequel vous êtes beaucoup retrouvés. Je ne sais pas si c'est le cas des personnes ce soir avec nous. On va en parler juste après. Et vous êtes nombreux à chercher des solutions à vos barrières. Alors là, par contre, j'ai un petit souci, c'est que ça va pas être avec ce webinaire que je vais pouvoir trouver des solutions pour tout le monde. Moi, mes solutions, c'est plutôt dans la communication. Comment est-ce que je peux apporter une ouverture dans la conversation quand je sens une barrière. Et tout l'enjeu, finalement, c'est de savoir apporter une ouverture et de s'arrêter là. Parce qu'en fait, on n'arrivera pas à convaincre la personne dans une conversation. Pour ce qui est de trouver, vous, vos propres solutions aux barrières que vous avez identifiées, je pense que le MOOC, c'est une bonne plateforme, mais vos proches, les associations, enfin voilà, faire en collectif, ça apportera certainement beaucoup de solutions, notamment par rapport à celles qu'on a pu voir passer. Il y avait des gens qui se demandaient mais comment arrêter de manger de la viande, d'autres qui se demandaient comment se déplacer différemment. Il y avait des gens qui disaient mais moi, en fait, j'ai pas le temps, je ne peux pas être partout, parfaite, tout le temps, etc. Ce qu'on peut se dire, c'est que la transition, effectivement, c'est une question de temps qu'on se donne pour changer. Puisque là, on est dans un rapport personnel. Je ne parle pas du temps qu'on a dans la société pour changer, qui est encore une autre échelle de temps. C'est aussi être raisonnable, je dirais, sur les capacités qu'on peut aussi avoir. Identifier ces barrières, c'est bien. Identifier ses capacités à agir, c'est bien aussi. Pour ne pas se retrouver dans la barrière de l'émotion en mode jette l'éponge, j'en ai marre, c'est fini, j'avance à rien, ou l'autoflagellation permanente avec la contradiction interne, par exemple. Vous faites déjà des choses, c'est pas mal. Est-ce que vous pourriez déjà convaincre ou enrôler d'autres gens avec déjà les choses que vous faites? Et puis ce que vous ne faites pas, prenez de l'inspiration ailleurs, vous voyez comment d'autres s'en sortent, et dites-vous aussi que les autres ont des vies différentes des vôtres. Et donc il y a forcément d'autres choix qui se mettent en place, et donc on ne peut pas être monsieur ou madame parfait en tout temps. Les solutions, elles sont souvent, bien souvent collectives. Donc, si vous êtes trop dans la contradiction interne, respirez un bon coup, ça va bien se passer, et dites-vous que vous tout seul, vous n'y arrivez peut-être pas trop, mais collectivement, il y a certainement des choses à faire. Voilà, ça c'était la petite minute feel good, et ce qui va m'amener du coup à la séquence 5. Dans la séquence 5, vous allez apprendre du coup à faire face, c'est ce que je vous disais, aux barrières psychologiques des autres. Pareil, on ne va pas parler des vôtres, vous n'avez pas trouvé la solution, j'espère que le MOOC vous apportera de la réflexion. Mais là, c'est plutôt des outils très pratico-pratiques à votre prochain repas autour, peut-être du gigot, justement, pas vegan du dimanche. Qu'est-ce que vous racontez à vos partenaires, à vos collègues quand on aborde ces sujets-là? Normalement, vous serez un peu plus en capacité de poser des questions pour cerner la barrière. Peut-être pas l'identifier du premier coup, mais en tout cas, essayez d'être dans une écoute active où vous vous demandez en fait, mais qui j'ai en face de moi? Qu'est-ce qu'elle ou il est en train de me dire? Une fois que vous avez identifié la barrière, vous apprendrez à formuler une parade. Donc voilà, chaque barrière a un peu ses déclics, on va dire. Encore une fois, ce n'est pas une science exacte. Ce serait trop facile si on pouvait d'un coup de baguette magique convaincre la personne qu'on a en face. Mais toujours est-il que la psychologie et la sociopsychologie ont identifié quand même certains mécanismes qui marchent plutôt bien. Et enfin, si vous faites la séquence bonus de la séquence 5, vous allez pouvoir apprendre à varier vos postures. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans l'animation, parce que j'ai une posture experte, plutôt dans la facilitation, plutôt dans l'animation.
Ça peut être quelque chose que vous faites déjà, vous, dans vos professions sans forcément l'avoir formalisé. Et donc ça permet aussi d'apporter encore plus une palette d'outils différents et de varier un peu les types de parades. Je vous donne 2 exemples par rapport aux barrières, en tout cas que vous avez beaucoup été nombreux à vous reconnaître. Donc, si on prend la barrière des émotions, vous avez cette fameuse posture de l'animateur et ensuite vous avez des propositions de parade. Donc, à quelqu'un qui disait tout à l'heure, par exemple, ouais, mais en fait, c'est tellement décourageant, là, toutes ces espèces, plus personne, les gens n'en ont rien à faire de la biodiversité. Quand quelqu'un vous dit ça, vraiment, attention, n'y allez pas en mode ah mais oui, mais d'ailleurs, c'est vraiment horrible. Et est-ce que tu savais que tant d'espèces en plus sont mortes, etc. On ne va pas lui refaire le laïus, c'est bon, la personne, elle a compris. Non, non, là, l'objectif, ça va être de prendre soin d'elle. Et te dire aussi qu'on n'arrivera peut-être pas à gérer toutes ces émotions dans la minute, mais qu'on va lui donner l'espace pour qu'elle s'exprime. Et déjà, donner aux gens l'espace d'exprimer leurs sentiments au sujet des crises, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, ça fait du bien et c'est important. Il faut lui dire, est-ce que tu peux m'en dire plus? Là, tu me dis que tu as l'air fatigué, tu n'as l'air pas bien, parce que voilà, je suis disponible pour t'écouter. Et déjà, vous lui ferez du bien. Dites-vous que cette personne-là, elle est dans une impasse ou en tout cas, elle est découragée. Donc, potentiellement, c'est quelqu'un qui va arrêter son combat, etc. Donc là, offrez-lui une petite halte pour qu'elle puisse un peu faire le point en fait, sur où elle en est émotionnellement. Ça ne marche pas à tous les coups, ça dépend dans quel mood la personne elle est, mais vous pouvez aussi, c'est peut-être le moment de lui recharger les batteries en étant cette posture d'animation et en lui racontant des choses positives. Ça ne sert à rien de lui dire non mais tout va s'arranger, etc. Elle ne sera pas dupe. Par contre, prendre le temps de lui dire moi l'autre jour j'ai fait un truc, tout le monde était j'étais vraiment bien avec ce que je faisais, ça m'a fait du bien, etc. Ça va lui permettre de se décentrer un peu et de voir qu'il y a peut-être encore des choses à faire, ou en tout cas, oui, on n'est tous pas bien, mais en même temps, on est tous conscients du problème. Et donc, c'est déjà quelque chose. Voilà. Donc, insister sur quelque chose qui est positif, sur une notion de progression, comme ne s'est pas fait en un jour. Et puis, vous pouvez aussi passer peut-être un peu de temps à identifier avec la personne ce qui lui fait du bien. Donc ça, on est plus sur un rapport, je ne sais pas si vous avez entendu ces notions de fatigue militante. Voilà, des fois, on est fatigué en tant que militant et militante à dire les messages, à répéter les mêmes messages, etc. Donc là, l'idée, encore une fois, ce n'était pas non plus de se reprécipiter dans la bataille, mais c'est d'identifier avec la personne qu'est-ce qui lui ferait du bien pour peut-être à un moment donné, quand elle en aura de nouveau l'énergie, retourner sur l'arène de l'argumentaire, etc., de l'enrôlement. Enfin, l'enrôlement, c'est un terme un peu sociologique, mais pour convaincre les autres. Et puis, si vous avez la posture de la facilitation, donc pareil, là, je ne vous définis pas les postures, mais vous verrez tout ça dans la séquence 5. Il va falloir, en gros, en fait, le facilitateur, il est là pour montrer le cheminement de la personne. Donc, là, c'est lui rappeler en fait qu'elle est partie à un bout, qu'elle est arrivée là dans ses émotions, mais qu'en fait, elle ne va pas stagner là-dedans. Probablement qu'un jour, ça va changer. Et surtout qu'encore une fois, toutes ces émotions, ça veut dire qu'elle a la conscience du problème et c'est déjà très bien. Voilà, donc on fait prendre conscience aux gens qu'ils n'ont pas toujours été dans cet état émotionnel, ils ne seront pas forcément tout le temps bloqués. Ça peut être une manière de les rassurer. Est-ce que déjà vous avez sur ces parades des choses à dire? Est-ce que vous en avez fait l'expérience vous-même sans forcément le savoir? Ou est-ce que vous, si vous vous sentez dans la barrière de l'émotion du moment, pensez que ces parades vous feraient du bien à entendre en tout cas? Même si encore une fois, ce n'est pas forcément le but. L'idée, c'est de le faire pour les autres, mais on peut aussi s'imaginer pour soi. Donc, je vous laisse réagir dans le chat ou si vous voulez rallumer vos micros à ce moment-là, c'est possible. Vincent. Oui, je n'ai pas fait le module 5, mais moi, je trouve qu'il y a un biais que vous apportez. Enfin, il y a une chose que vous apportez pas, j'ai lâché le mot du coup, c'est les biais inconscients. Et je pense que vous le vivez à titre professionnel. Moi, ça fait 19 ans que je travaille dans l'environnement. Et ça m'a beaucoup frappé. En fait, j'ai commencé ma carrière dans le recyclage et dès le début, en fait, j'ai vu que les gens culpabilisaient beaucoup. Et dès que je disais que je travaillais dans le recyclage, les gens me disaient qu'ils triaient leurs déchets. Donc, je trouve qu'aussi, bon, après, j'ai poussé le trait parce que je suis un peu pervers. Enfin, je ne suis pas pervers, mais du coup, moi, je suis très militant, en effet, politiquement et même dans les entreprises. Je fais partie des groupes de développement durable ou maintenant RSE. Et en fait, je trouve qu'il faut aussi, nous-mêmes, on véhicule quelque chose qui dépasse les barrières psychologiques, je ne sais plus comment vous appelez ça d'ailleurs, parce que j'ai été un peu hermétique au concept. Les barrières psychologiques, comment vous appelez ça, ce qu'on vient de faire là?
Les barrières psychologiques. Voilà. Oui, les barrières psychologiques. Au-delà de la barrière psychologique, il y a le biais inconscient qu'on renvoie nous-mêmes et qui Mm. joue vachement dans l'échange qu'on va avoir derrière. Et l'autre chose que je voulais dire, en plus pour l'entreprise, dans le monde de l'entreprise, ce qui est important aussi, c'est la sémantique. Je pense que ce qui nous a fait beaucoup de mal, si on parle, moi je travaille aussi sur la question de la diversité, mais le mot changement climatique nous fait beaucoup de mal. On aurait eu bien mieux, meilleur de partir sur du dérèglement climatique. Même réchauffement climatique. Je trouve que du coup, dans la tête des gens, on a perdu beaucoup de monde en cours de route à cause de ça. Donc, il y a la sémantique qu'on utilise, nous, qui est aussi importante, j'ai envie de dire, que déceler les barrières psychologiques qu'on a en face. Et puis aussi, ce que nous-mêmes, on renvoie de manière inconsciente. Il y a nos convictions, il y a même le non-verbal. Hein. Moi, j'ai un non-verbal très développé qui développe. Donc, la barrière psychologique, c'est un outil, certes, que je ne connaissais pas trop, pour être honnête. Mais je trouve qu'il y a aussi cette dimension, le non-verbal et puis la sémantique qui sont aussi importantes, quoi. Non, mais ça, c'est très pertinent et merci. Et moi, j'arrive pas, ouais. j'arrive, en tant qu'écolo et amicho-gauchiste, j'arrive pas à me. Non, mais je le fais par provoque. Mais c'est vrai que moi, j'arrive pas à casser cette barrière-là, de l'image que je renvoie spontanément, en fait, dans mes convictions. Et j'arrive pas à ramener de la neutralité dans le débat, en fait. Mais je sais pas si c'est un problème que vous rencontrez, juste. Enfin, je sais pas si c'est vous qui avez l'histoire du chien dans la montagne. Mais j'imagine, professionnellement, j'imagine qu'en effet, ça doit être super compliqué, quoi. Parce que vous-même, vous êtes dans un rôle de police. Enfin, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez vécu. Chez mes collègues, oui, c'est un quotidien. Mais en plus, on est dans un rôle de police et tout ça. Donc, en fait, on arrive un peu censeur, enfin, juge. Enfin, on a peut-être même un rôle autoritaire qui pose problème dans l'échange, je trouve. Alors, donc, du coup, plusieurs choses sur ce que vous dites, Vincent. Effectivement, dans une conversation, des fois, c'est bien d'avoir, si on ne peut pas adosser toutes les postures, c'est d'être plusieurs, en fait. Quelqu'un qui va être dans cette neutralité de l'expertise, quelqu'un qui va être dans moi je fais des choses, j'engage dans mon entreprise, je véhicule des messages, etc., qui vous dérange peut-être, etc., mais moi j'y crois, je suis à fond. Voilà. Donc des fois, on n'est pas, c'est difficile d'endosser toutes les postures parce que pour quelqu'un qui travaille en tant que garde, qui a l'élection de police de l'environnement, même s'il veut être facilitateur, il renvoie cette image de l'autorité, etc. Donc c'est pas forcément évident. Donc, c'est bien que des fois, arriver à deux sur une intervention, le médiateur et la police, en ce qui nous concerne. Et ce que vous dites sur la communication, la sémantique, c'est très juste. D'ailleurs, le jeu des barrières, moi, je vous proposerais bien aussi de l'utiliser. C'est un peu les recommandations d'un psychologue qui nous a beaucoup inspiré quand on a créé un peu cet outil, qui disait, en fait, utilisez-le comme checklist avant de développer un message. Par exemple, vous allez faire une affiche dans vos entreprises, vous faites un communiqué de presse, etc. Et vous pensez déjà à ce que ça va déclencher comme barrière. Il y a ce mot en anglais où ils disent qu'est-ce que ça va faire, ça va appuyer sur la gâchette, quels vont être les sujets de trigger. Et donc, quelque chose de trigger, ça peut être si votre communiqué de presse, je prends l'exemple du communiqué de presse, est hyper négatif et catastrophiste, c'est sûr, vous allez déclencher la barrière des émotions parce que vous n'aurez rien de positif, par exemple. Ou vous êtes dans une posture où sinon faire un communiqué purement sur la réglementation en mode ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, directement, on va déclencher la barrière de la méfiance ou de moi et les autres, mais plus certainement de la méfiance. Attends, c'est contre mes libertés, etc. Là, c'est forcément exagéré. En fait, on nous empêche de vivre, de respirer, etc. Donc, c'est pas mal. Enfin, on peut avoir cette grille de lecture-là de est-ce que tel vocable, est-ce que telle manière, je ne vais pas réveiller une barrière. Par exemple, si la barrière de la distance, est-ce que je parle de choses concrètes, proches des gens à qui je vais envoyer pour ne pas générer ce truc de oui, enfin, ça ne nous concerne pas tout ça, de quoi il me parle. Pour moi et les autres, est-ce que je vais aller chercher la personne en mode quel est l'intérêt pour elle, pour mon lecteur de s'intéresser au sujet? Est-ce qu'il va en sortir quelque chose de positif en fait, va-t-il la fibre égoïste, etc. Donc, c'est très juste. La sémantique fait beaucoup. Ça peut déclencher des peurs. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne maîtrise pas à 100% le type de message que souvent nos publics ils sont quand même un peu plus divers que ça. Et donc, c'est compliqué d'adapter un communiqué pour tous les types de personnes et tous leurs types de barrières, etc. Mais à gros traits, on peut quand même se dire, bon, est-ce que j'ai un exemple concret? Est-ce que, bon là je suis un peu en train d'évaluer la séquence 5, mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai un peu de positif? Est-ce que j'ai une notion de progression, tout un tas de choses. Titaina.
je voulais rebondir sur ce que disait Vincent, vous aviez l'air de dire bah, mon langage non verbal impose déjà des choses, est déjà très fort, mais d'un autre côté, c'est pas forcément négatif. Hein. Oui, mais si, parce qu'il n'est pas forcément maîtrisé. Donc moi, par exemple, je travaille beaucoup sur les problématiques énergie, donc j'ai les paroles d'experts aussi, la partie adverse, qui des fois, il faut déconstruire des paroles d'experts. Et souvent, bon, par exemple, je vais en parler, Jean Covici, par exemple, qui est quelqu'un qui commence à être très… je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marc Jancovici. Dès que le mot va être évoqué, en fait, j'ai un non-verbal que j'arrive pas à contrôler et tout de suite, je vais soulever un sourcil et tout ça. Et donc, tout de suite, les gens vont comprendre que je vais déconstruire Quand on me donne des noms d'experts, ils vont le voir dans le non-verbal que je vais le déconstruire tout de suite derrière. Et que mes arguments sont prêts parce que voilà. Donc, c'est pas forcément négatif, le non-verbal, mais il faut en avoir conscience, en fait, je pense. Moi, c'est un truc qui m'a joué des tours, en fait. Je pense c'est bien d'en avoir conscience. Hein. Ouais, c'est bien d'en avoir conscience, c'est bien de prévenir aussi. Moi, je suis quelqu'un de très transparent, je pense que vous avez déjà l'idée, vous pouvez le dire aussi, voilà, je vous avais déjà le dire, compris où j'allais en venir, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Déjà, vous redonnez la possibilité aux gens de vous écouter ou pas, parce qu'ils ont déjà compris où vous allez en venir, ça peut être une option. Et ensuite, les gens sont plus sensibles, enfin, je ne sais pas si les gens sont plus sensibles, mais en tout cas, être droit dans ses bottes, croire en ce qu'on croit, c'est hyper important. Parce qu'en fait, en face, on a aussi des gens voilà, hein, qui sont sûrs d'eux, qui ont des experts à mobiliser, etc. Donc, il ne faut pas forcément avoir peur ou penser que ça va être négatif d'affirmer des choses. En tout cas, ça peut… on ne va pas forcément aller chercher, et c'est du coup, je vous le dis comme ça parce que ça fait partie de la réflexion qu'on peut un peu avoir si on prend 3 pas de recul hein, sur les barrières et les parades. On n'arrivera pas toujours à convaincre tout le monde, on n'arrivera pas toujours à lever toutes les parades. Mais dans le tas, dans le lot, il y a des gens qu'on va quand même arriver à embarquer. Et c'est toujours plus facile d'aller chercher les swing states, là, ce qu'on appelle, c'est un peu la masse qui, en fait, qui cherche quelqu'un qui est un peu qui a l'air sûr de lui, parce qu'eux, ils ne sont pas sûrs, plutôt que vraiment l'opposant le plus affirmé, celui qui est dans la barrière de la représentation la plus totalement opposée à la vôtre, probablement que ce sera très difficile de convaincre. Mais si vous avez une représentation qui est ferme, qui est précise, qui est argumentée, ça peut séduire, en tout cas, ça va questionner très certainement la majorité des gens qui finalement, ils ne pensent pas grand-chose ou ne savent pas trop se positionner. Donc, il ne faut pas forcément en avoir peur. Je pencherai mais il faut en avoir conscience. En entreprise, je me permets quand même, en entreprise ou même dans le monde familial, on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui, je sais pas, alors, je sais plus le terme, mais qui sont leaders d'opinion en fait. Bien sûr. Et donc de renverser des leaders d'opinion, notamment en entreprise ou même dans le cercle familial, celui qui est le plus sympathique et tout ça, je trouve que ça a un impact plus important. Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance à me concentrer sur cela en fait. Eh bien, je pense que c'est une stratégie qui peut se discuter. Je ne prétends pas avoir la meilleure. Hein. Mais le leader d'opinion, il est hégémonique. Vous en êtes peut-être déjà, enfin, vous en êtes peut-être un vous-même, hein, je ne sais pas. Mais certainement que ça ne va pas être une personne facile en fait à convaincre, puisqu'elle est sûre et il ou elle est à peu près sûr de ce qu'il pense. En revanche, les autres, ceux qui pensent rien, ceux qui ne sont pas encore vraiment situés, parce que finalement, ils n'ont pas encore trouvé finalement eux ce qu'ils y trouvaient dans cette affaire et dans ce débat. Bah, allez les chercher. Moi, dans la vie, tu sais, mais sur ce sujet-là, moi, je voulais t'en parler parce que je pense que tu es concerné par la question. Je voulais t'en parler, qu'est-ce que tu en penses, etc. Vous leur redonnez un rôle, une place, en fait. Le leader d'opinion, la leader d'opinion, elle a déjà toute sa place, elle sait où elle va, etc. Les autres, il faut leur donner un rôle, quoi. Enfin, moi, je pense qu'en tout cas, on gagne certaines batailles en redonnant un rôle positif à ceux qui ne se prononcent pas trop, en disant, mais ça peut être positif pour toi de savoir, en fait, finalement, ce que tu en penses. Là, tu ne sais peut-être pas présentement, mais… Voilà. Et aussi, des fois, se dire, ça c'est plutôt de la communication non violente, mais se dire, on n'est pas d'accord. Là, on est sur des points de vue et des valeurs radicalement opposées, et on arrête là, puisque on ne sera pas d'accord. Ce n'est pas forcément des questions de faits scientifiques, hein, ou alors on peut dire, voilà, on va appeler un arbitre, mais là, on ne sera pas d'accord. Et arrêter là aussi une conversation, je pense que savoir arrêter une conversation, c'est
la version la plus élevée peut-être du jeu des barrières, c'est savoir à un moment donné arrêter d'enchaîner sur les parades et trouver toutes les manières de faire craquer la personne en face, mais juste dire, bon, bah écoute, je pense qu'on a assez discuté. Moi, je suis curieuse toujours de savoir ce que tu en penses. Let me know, quoi. On verra. J'ai beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous, comme il ne reste plus beaucoup de temps, qui avaient aussi des questions à poser? Ou comme Vincent, vouloir témoigner aussi de, voilà, de situations ou de positionnement. Vous êtes toujours, vous posez des questions sur vous, sur les autres. N'hésitez pas, hein, si vous ne voulez pas prendre le micro, vous pouvez toujours les poser dans le chat. C'est possible. Alors, si personne ne se lance... je suis désolé, en tant que vieux mâle blanc ingénieur, j'ai une grosse capacité à te rester la parole. Mais je voulais quand même partager une dernière chose par rapport au MOOC, où je commence un peu à nourrir une certaine frustration plus qu'insatisfaction. C'est que je trouve que c'est une approche hyper rationnelle, en fait. Enfin, c'est très rationnel, ce MOOC. Et je me demande si on ne doit pas travailler justement le côté irrationnel et qui nous manque. Et en tout cas, moi, ce que je n'ai pas trouvé dans le MOOC, c'est des exemples un peu utopiques, enfin, des exemples positifs. Je ne sais pas si c'est clair. Je trouve qu'on a du mal. En fait, on passe souvent pour des gens tristes ou donneurs de leçons. Et donc, par exemple, sur la diversité, moi, je me travaille beaucoup sur le biomimétisme, qui est un truc un peu approche techno. Donc, c'est assez intéressant. Et du coup, ça montre que en fait, c'est super positif d'aller interroger le vivant, que ça nous donne des idées. Donc, du coup, on renvoie sur un message qui est, ouais, pour moi, c'est utopique parce qu'on ne trouvera pas tout dans le vivant comme solution. Mais en tout cas, c'est une approche technophile. Et donc, du coup, j'arrive à réembarquer des gens là-dessus, en fait, via des angles très précis parce qu'on est sur un truc qui est positif, qui est enflammé, mais qui n'est pas chiant, donneur de leçons ou retour à la bougie, quoi. Et ben ça, c'est un super exemple. Gardez tous en tête ce que vous a dit Vincent, parce que c'est exactement l'exercice pratico-pratique qu'on vous fera faire dans la séquence 5. En gros, vous avez quelqu'un qui vous dit, enfin voilà, qui est dans une représentation opposée à la vôtre. Peut-être que cette personne, eh ben, la valeur que vous allez trouver en commun, c'est le côté positif et en plus le côté technique, en mode, ah bah justement, c'est toi qui aimes bien la technique, tu connais, tu as entendu parler de biomimétisme, je trouve ça génial, etc. Donc, là-bas, enfin, la séquence prochaine, elle va vous demander d'être dans ces postures-là, dans cette posture positive, dans cette posture, mais moi je suis bien dans mes baskets, c'est pas parce que je vois les problèmes arriver que j'en pense rien, en fait. Je pense qu'il y a des choses à faire. Bon, moi, j'ai fait des choses positives pour moi. Enfin, voilà. Ça va vous apprendre, j'espère en tout cas, à faire ce que dit Vincent, c'est-à-dire à décaler un peu le propos et quelque part être là où on ne vous attend pas. On vous attend sur le côté moralisateur, on vous attend sur le côté fait scientifique un peu chiant, etc. J'espère que dans la séquence suivante, vous apprendrez à essayer de formuler des parades où voilà, vous allez créer la surprise quelque part parce que vous ne serez pas dans le discours attendu. Parce que vous aurez écouté normalement la barrière de la personne. Ça, c'est l'ambition, en tout cas, de l'activité de la séquence 5. Je pense qu'on a un peu écoulé le temps. Donc, sur la contradiction interne, je vous laisserai découvrir les parades associées. Les questions, j'en ai pas vu passer forcément dans le chat. Il me reste plus du coup qu'à faire une petite page de promo. Donc, tout ce que vous avez appris sur les barrières et ce que vous n'avez pas peut-être encore vécu dans la suite du MOOC, qui est apprendre vraiment à formuler, à changer sa posture, à trouver, comme Vincent essaie de le faire, d'autres manières, d'autres accroches. On en a fait un jeu sérieux, un jeu de formation pour vos collègues, pour voilà, apprendre à réfléchir ensemble à la question, si vous êtes dans une posture de communicant, si vous êtes enseignant, voilà, si vous avez une situation où vous êtes face à un public et vous voulez vous préparer, c'est un peu un jeu d'autodéfense, comme on dit dans le jargon militant. Donc, je vous ai prévu un petit questionnaire. Il sera en fait à imprimer soi-même, ce jeu. On a quelques éditions qui seront éditées en vrai, mais pour que tout le monde puisse en saisir, le livret de formation, les règles, etc., toutes les cartes, vous pourrez tout imprimer vous-même. Et si vous voulez être prévenu quand il sera mis en ligne, vous pouvez laisser votre adresse mail. Elle ne sera utilisée que pour ça, pour vous prévenir de la mise en ligne du jeu. Voilà. Je pense qu'on en a terminé. Il est 54. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps, mais si vous avez une dernière remarque ou voilà, quelque chose qui pourra nous améliorer sur la suite, n'hésitez pas. Et si vous a plu l'activité, n'hésitez pas non plus à me le dire si vous n'avez pas plu. C'est le moment. Est-ce que quelqu'un a une dernière question, peut-être dans le chat ou là comme ça?
Alors, où laisser l'adresse mail pour le jeu? Ce sera, en fait, si vous suivez le MOOC, dans la séquence 5, à la fin de l'activité, de la fiche d'activité, vous aurez un lien vers un questionnaire et vous pourrez renseigner les adresses mail et moi, ça me sera directement envoyé. Voilà, donc ce sera dans le MOOC, en fait, dans la fiche pratique. À la fin, on vous préviendra, voilà, si vous êtes intéressé pour aller plus loin, pour pouvoir aussi utiliser le jeu, vous former d'autres gens. Vous pourrez à ce moment-là laisser l'adresse mail et il nous enverra tout ça. Donc, du coup, pour récapituler, il faut suivre la séquence 5 et faire les activités de la séquence 5 pour pouvoir laisser son mail, pour pouvoir avoir le lien quand ça sera disponible, pour pouvoir avoir le jeu, pour pouvoir l'imprimer. Si on a bien tout compris, Juliette. C'est tout à fait ça. Très, très malin. Et il y a une petite question d'Aline qui demandait s'il y avait un replay disponible. Donc oui, le replay sera disponible sur la plateforme donc du MOOC dans l'onglet webinaire quand vous allez sur votre compte, sur votre profil, voilà. Et pour répondre à tout le monde, donc la séquence 5 a ouvert aujourd'hui, donc vous pouvez vous y précipiter pour suivre les cours et finir de vous entraîner sur les barrières, les parades, comme le proposait Juliette. Et voilà, il y aura une dernière séquence qui s'appellera Rêver. Donc, j'espère que ça vous comblera, Vincent, justement sur les futurs possibles pour imaginer un petit peu ce que l'avenir pourrait être. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à toi, Juliette. C'était super intéressant. Moi, à chaque fois, j'aime beaucoup travailler là-dessus. Je trouve ça super cool. Donc, merci beaucoup à tous et puis bonne soirée.